Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguel, a reçu une délégation du ministère des Transports saoudienne. Et enfin, toujours dans l'actualité nationale, Djibouti et l'Union européenne unis pour un avenir prometteur. Et dans l'actualité internationale, von der Leyen plaide pour la paix à Gaza. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguel, a reçu aujourd'hui en fin de matinée au Palais de la République le ministre saoudien des Transports, M. Salah bin Nasser Al-Ghasser, à la tête d'une délégation intégrée de son pays. La rencontre entre le président Guelleh et les membres du gouvernement saoudien servit d'emblée de cadre d'échange sur l'état d'évolution des relations privilégiées, des fraternités, de solidarité et de coopération que les deux nations entretiennent dans la quasi-totalité des domaines du développement. Ces entretiens ont culminé avec les orientations stratégiques générales déclinées par le chef de l'État en vue de plus grand accroissement du niveau d'échange, de complémentarité économique entre notre pays et le royaume frère saoudien. La délégation intègre, conduite par M. Al-Ghasser, était en partie composée des responsables publics saoudiens ayant pris part à la 5e édition de la commission mixte djibouto-saoudienne qui a ouvert ses travaux hier à Djibouti. Un des représentants du secteur privé saoudien ayant participé quant à eux au conseil d'affaires djibouto-saoudien. Un signe marque d'événements réussis de la 5e édition de la commission mixte djibouto-saoudien et le conseil d'affaires entre les deux pays ont respectivement débouché sur l'adoption d'une série de mémorandums d'entente sur un accord relatif à la mise sur pied d'une importante zone logistique exclusive du Royaume d'Arabie Saoudite au sein de la zone franche internationale de Djibouti. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Al-Youssouf, et le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diaridine Saïd Bamakrama, et le directeur du département arabe du ministère des Affaires étrangères, M. Mohamed Douali Wali, ont pris part à l'audience entre le président de la République, M. Ismaël Merguel, et la délégation conduite par le ministre saoudien des Transports. Eh bien, il y a lieu de préciser que le ministre saoudien des Transports, Salah bin Nasser Al-Ghasser, mettra à profit son séjour actuel à Djibouti pour procéder aujourd'hui après-midi au dépôt de la première pierre de la zone logistique exclusivement du Royaume d'Arabie Saoudite au sein de la zone franche internationale de Djibouti. Dans son allocution, le ministre saoudien du Transport et de la Logistique, Salah bin Ghasser, a exprimé sa joie, son enthousiasme de l'audience avec le président de la République. Il a dit en substance « J'ai eu l'honneur de rencontrer son Excellence le président de la République et de lui transmettre les salutations du prince et serviteur de deux saints mosquées, son Altesse le prince héritier. J'ai également présenté au président les résultats de la réunion du comité mixte saoudo-djiboutienne qui a tenu ses travaux aujourd'hui. Les réunions ont été fructueuses et de nombreux domaines de coopération ont été discutés entre les deux pays. Et 4 accords ont été signés entre les deux gouvernements. Et 6 accords ont également été signés pour le secteur privé. Et parallèlement au comité mixte saoudien, a rappelé le ministre, qui s'est tenu entre les hommes d'affaires saoudiens et djiboutiens. Au cours de mon séjour, j'ai eu l'occasion de visiter un certain nombre d'établissements importants dans les ports et les zones logistiques telles que la zone franche et la grande ligne de locomotives reliant Djibouti à l'Éthiopie. J'ai également eu plusieurs réunions bilatérales avec son Excellence le ministre des Affaires étrangères et son Excellence le ministre des Transports djiboutiens. Ces réunions, a-t-il rappelé le ministre, vont dynamiser les coopérations entre les deux pays dans différents domaines, a-t-il rappelé le ministre saoudien des Transports. Eh bien, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, a souligné que l'audience de la délégation saoudienne avec le président de la République réaffirme l'intérêt commun de deux pays pour renforcer davantage les relations bilatérales et la coopération entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. Ces 2 derniers jours, nous avons eu l'honneur d'accueillir sur notre sol une forte délégation conduite par son Excellence, mon homologue du transport, M. Salah bin Nasser, dans le cadre de la 5e session de la commission mixte djibouto-saoudien.
Il convient de vous rappeler que les réunions de la dite commission a été une occasion d'explorer toutes les possibilités qui s'offrent aux deux parties dans le domaine confondu, afin de rehausser le niveau de leur coopération. Cette rencontre étant le cadre qui présente l'opportunité de rencontres et d'échanges entre les hauts responsables de nos deux pays dans les différents secteurs d'activité. Autre actualité nationale, l'Union européenne, dans l'enceinte solennelle du Palais du Peuple de Djibouti, l'Union européenne a orchestré aujourd'hui un atelier d'une importance cruciale consacré à la revue à mi-parcours de sa programmation multi-annuelle 2021 à 2027 sous l'égide de l'instrument NDCI Global Europe. Cet événement a rassemblé des personnalités de haut rang, marquant un moment charnière dans la collaboration entre l'Union européenne et Djibouti. Présidé conjointement par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie et l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti et auprès de l'IGAD, l'atelier avait pour objectif de scruter la pertinence des choix stratégiques et thématiques tout en évaluant les progrès accomplis dans la réalisation des résultats escomptés et l'efficacité de l'absorption budgétaire. L'instruction d'une revue vise à évaluer la pertinence des choix stratégiques et thématiques tout en analysant l'absorption budgétaire, les résultats obtenus dans le domaine cruciaux tels que le changement climatique, le développement humain, notamment l'éducation, la migration, le genre, la gouvernance, les actions digitales. Les discussions seront structurées autour de ces trois axes principaux. Le bilan de la coopération actuelle, les leçons apprises et les perspectives de collaboration future. L'éclat de cet atelier a été magnifié par la présence de plusieurs ministres sectoriels concernant et soulignant ainsi l'engagement actif des parties prenantes clés dans le processus de coopération. Écoutons à présent l'ambassadrice de l'Union européenne. Eh bien, ces figures éminentes ont contribué à l'analyse approfondie des résultats obtenus jusqu'à présent, l'engagement de discussions essentielles sur les ajustements éventuels nécessaires pour amplifier l'impact des initiatives de l'Union européenne à Djibouti. Écoutons le ministre des Finances. Cet événement revêt un caractère important car il s'agit de faire le bilan à mi-parcours du nouvel instrument financier appelé NDC et de permettre à chacun de découvrir et de se familiariser avec le projet de la coopération entre l'Europe, l'Union européenne et Djibouti dans leur grande diversité. Je voudrais me féliciter de l'excellence des relations de coopération empreintes de compréhension et de respect mutuel entre les deux parties. Cette coopération, qui se consolide au fil des années, a permis à Djibouti de bénéficier de l'appui constant de l'Union européenne, même dans les moments difficiles de notre pays. Comme vous le savez certainement, la coopération entre l'Union européenne et Djibouti s'inscrit dans le cadre de ce qui est communément appelé l'accord de Cotonou et qui s'intitule officiellement l'accord de partenariat OE-ACP Union européenne. Notre pays a toujours mis un point d'honneur au bon fonctionnement de ces partenariats car, comme tout partenariat, il implique le respect des engagements mutuels, une redevabilité mutuelle et donc nécessairement un dialogue permanent sur le suivi des 10 engagements. Je note avec beaucoup de satisfaction que ce dialogue franc et sincère a toujours abouti à une collaboration fructueuse entre la partie djiboutienne et l'Union européenne. Honorables invités, mesdames et messieurs, c'est au titre de ce fructueux partenariat qu'un montant de 54 millions d'euros a été approuvé dans le cadre de la première phase de la programmation 2020-2023 du NDC. La nouvelle programmation conjointe constitue donc une nouvelle preuve de la confiance, de la solidarité et de l'engagement de l'Union européenne et de ses États membres aux côtés de notre pays et de sa population pour participer à relever les défis d'un développement durable dans un contexte sous-régional, régional et international de plus en plus volatile.
Eh bien, c'est l'appel à la prière, nous reviendrons tout juste après. C'était l'appel à la prière, nous revenons là où nous étions. Eh bien, je vous disais, à l'instar d'un grand nombre de pays à travers le monde, la République de Djibouti a commémoré aujourd'hui, au Palais du Peuple, la journée internationale des droits de l'enfant qui correspond à l'anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Rappelons que Djibouti a signé la Convention relative aux droits de l'enfant, organisée par le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui de l'UNICEF, l'UNFD, Carité Charity, Qatar Charity, SOS Village d'enfants. Et nous a aidé. Cette journée commémorative est une occasion pour revenir sur les grandes réalisations pour les enfants, mais également sur les défis qui persistent qu'il faut résoudre, de même les opportunités qui peuvent contribuer à améliorer les conditions de vie des enfants les plus vulnérables. Le gouvernement djiboutien accorde une place centrale à tout ce qui rapporte au droit de protection de l'enfance pour une meilleure qualité de vie. Pour cela, le ministère de la Femme et de la Famille a commencé 2 jours en avant une sensibilisation pour informer sur le droit de l'enfant, mettre en évidence les défis auxquels ils sont confrontés et encourager les actions visant à améliorer leur vie. Cette année, ça a été question de commémorer au lieu de célébrer pour la solidarité à tous les enfants qui meurent et souffrent aux Palestine. Célébrer. Et ça me touche beaucoup, ça me touche mon cœur et aussi de mon équipe, de l'UNICEF et tous les partenaires, comme on est ensemble, parce que c'est pour nous vraiment un grand honneur de me retrouver parmi vous à l'occasion de l'organisation de cette journée dédiée à la commémoration de la Journée mondiale de l'enfance, qui marque également aussi le 34e anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant par l'Assemblée générale des Nations unies. Ça marque un grand jour. Préserver et promouvoir les droits de l'enfant n'est pas une option, mais une nécessité pour l'épanouissement des enfants et un monde meilleur pour leur développement. Écoutons la ministre. Ce matin, nous sommes réunis dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'enfant, que nous rappelle la communauté mondiale qui a décidé, un 20 novembre 1989, d'adopter la Convention des droits de l'homme. Mes chers enfants, soyez fiers de ce que votre pays, Djibouti, réalise pour vous, car nous considérons à juste titre que vous êtes l'avenir de cette République et ses forces vives. Sous la conduite de son président, M. Ismaël Omar Guelleh, une politique nationale de l'enfant a été promulguée. Un code pour la protection des mineurs, l'institution de la protection sociale des enfants, la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, et bien évidemment un système éducatif qui, du niveau préscolaire jusqu'à l'université, cherche à construire un capital humain djiboutien capable de comprendre le monde, de développer la société et d'entrevoir l'avenir avec les meilleurs outils du savoir moderne. C'est aussi une journée pour remercier ceux et celles qui travaillent dur pour s'assurer que vous avez tout dont vous avez besoin. Je voudrais citer ici les parents, les enseignants, les animatrices, les infirmiers, les médecins, les personnes en uniforme, beaucoup d'autres personnes de la société civile qui veillent sur vous. Aujourd'hui, mes pensées vont particulièrement à Madame la Première Dame, Madame Khadra Mohamed Haït, qui n'a cessé de promouvoir l'enfance par le biais de l'UNFD, mais également par le biais de la pouponnière d'Ariel qui a été créée en 2011. Eh bien, pour rappel, aujourd'hui, comme partout, le monde célèbre la journée de l'enfance. Soulignons que les droits des enfants, cependant, les enfants palestiniens subissent des violations graves depuis le début des attaques à Gaza en octobre. En Palestine occupée, des milliers d'enfants sont tués, blessés et leurs maisons sont détruites. Violation des résolutions internationales. Dans ce contexte, l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme rapporte que plus de 6400 enfants palestiniens ont été tués ou portés disparus. Plus de 15 500 ont été blessés et environ 450 000 ont perdu leur foyer. Des organisations dont les mouvements de défense des enfants internationaux, Palestine et l'UNICEF appellent à mettre fin
à l'impunité et aux attaques israéliennes contre les enfants. La journée mondiale de l'enfance, placée cette année sous le thème « Pour chaque enfant, tous ses droits », intervient dans un contexte où les violations des droits de l'enfant augmentent dans de nombreux pays en conflit. Des appels urgents sont lancés pour protéger les enfants et mettre fin aux agressions, en particulier en Palestine. Et dans retour à Djibouti, où le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rob Abdillah, a présidé avec le président de la commune de Balbala, Mohamed Hassan Saïd, une importante réunion pour la coordination entre le département sanitaire et la commune sur les activités de lutte contre le paludisme et notamment la pulvérisation spéciale. Les échanges ont permis de partager ensemble en vue de faire émerger une synergie entre les services de santé et la collectivité locale pour lui permettre une meilleure appropriation de ces activités préventives de la part de la population. Le président de la commune de Balbala, Mohamed Hassan Saïd, s'est dit entièrement disposé, ainsi que son équipe, pour appuyer et soutenir les efforts déployés par le ministère de la Santé dans la lutte contre le paludisme. Le chef de la commune de Balbala a déclaré que ces opérations de pulvérisation intradomiciliaire interviennent à un moment propice pour stopper tout risque de prolifération des moustiques à la veille d'un épisode pluvial particulièrement intense. Compte tenu de l'importance de ces activités, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rob Abdillah, a pour sa part exhorté l'ensemble des responsables présents à intensifier la communication, la sensibilisation et la plaidoyer auprès des ménages djiboutiens sur les différents aspects et sur les bienfaits de la pulvérisation spatiale à la destruction des gîtes larvaires. Le ministre a également soulevé la nécessité de renforcer davantage la coordination à tous les niveaux entre le ministère sectoriel, les élus locaux de Balbala, concernant les activités de terrain en matière de lutte antivectorielle et multiforme. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi l'Autorité nationale de sécurité et sûreté nucléaire, radiologique, chimique et biologique qui a organisé avec l'Agence internationale de l'énergie atomique un atelier régional sur l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en place d'une architecture de détection en matière de sécurité nucléaire concernant les matières nucléaires et autres matières radioactives non soumises à un contrôle réglementaire à l'hôtel Acacia. L'objectif de cet événement est de former les participants à l'élaboration de feuilles de route nationales pour la mise en place d'architecture de détection en matière de sécurité nucléaire concernant les matières nucléaires et autres matières radioactives non soumises à un contrôle réglementaire. Ont été présents à cet atelier le directeur général de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé, le ministre de l'enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed, la directrice générale de l'autorité nationale, Mme Marie Natalis, l'expert de l'AUR, M. Mohamed Mirza. Sali a vu également la participation des différents experts des pays de la région, à savoir la Somalie, le Soudan et le Malawi, ainsi que les experts des institutions nationales telles que l'autorité nationale, la sécurité nationale, la douane et la gendarmerie nationale. Durant ces 5 jours de formation, l'atelier sera animé par les experts de l'AUA et un expert national, à savoir M. Ousmane Hassan. Les participants vont également échanger sur les bonnes pratiques à adopter en matière d'architecture, de détection des matières radioactives hors contrôle réglementaire. L'élaboration d'une feuille de route pour la mise en place d'une architecture de détection de la sécurité nucléaire pour les matières nucléaires et autres matières radioactives échappant au contrôle réglementaire. Cet atelier voit la participation de représentants du Malawi, de la Somalie, du Soudan dans notre cher pays. Nous vous souhaitons de vous y sentir chez vous et de ne pas hésiter à prendre contact avec les points focaux désignés dans la note logistique. De son côté, l'expert de l'AIA, M. Mohamed Mirza, a précisé dans son discours que cet atelier devrait avoir lieu en 2020, mais à cause de la pandémie du Covid-19, cela a été repoussé. Mais je suis heureux, a-t-il ajouté, d'être parmi vous aujourd'hui pour cet atelier de grande envergure. Plus loin, l'expert a ajouté que dans l'objectif de la mise en place d'une architecture de détection en matière de sécurité nucléaire concernant les matières nucléaires et autres matières radioactives, et un contrôle réglementaire, l'AEA allait fournir l'appui nécessaire pour que cela se matérialise. Et pour plus de précision, écoutons la directrice lors de l'atelier. Aujourd'hui, dans le cadre de cet atelier régional, c'est pour élaborer une feuille de route pour la mise en place d'une architecture de détection de la sécurité nucléaire pour les matières nucléaires et autres matières radioactives échappant au contrôle réglementaire.
En effet, la sécurité est un élément essentiel dans le domaine nucléaire. Par ailleurs, votre présence à cet atelier témoigne de votre intérêt pour un système de surveillance et de détection précoce de toute tentative de transport illicite de matériaux nucléaires et à une coopération régionale et internationale avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et les États membres qui sont les principaux acteurs dans la réalisation de cet objectif commun. L'AEA apporte une expertise technique et réglementaire, des normes internationales et une plateforme pour faciliter l'échange d'informations avec et entre les États. En collaborant étroitement avec l'AEA, nous pouvons bénéficier de ressources partagées, d'analyses de risques globales et d'un accès aux meilleures pratiques internationales en matière de sécurité. Collaboration fructueuse, nous pouvons œuvrer ensemble pour garantir la sûreté et la sécurité nucléaire à l'échelle régionale comme à l'échelle internationale. Eh bien, voici le discours du directeur général de la sécurité nationale, M. Hassan Saïd Khere, lors de l'élaboration de la feuille de route pour la mise en place d'une architecture de détection en matière de sécurité nucléaire concernant les matières nucléaires et autres matières radioactives non soumises à un contrôle réglementaire. Cet atelier qui rassemble des experts et partisans vise à renforcer la sécurité nucléaire dans notre région confrontée à la menace transfrontalière et de la prolifération nucléaire au nom de Djibouti. Mes remerciements vont aux participants internationaux présents. L'objet est de partager des connaissances, explorer des innovations et renforcement de la coopération pour l'élaboration des stratégies régionales efficaces. À ce titre, la formation de sensibilisation occupe une place cruciale. Cet atelier contribue à construire une architecture de détection solide garantissant la sécurité et la paix dans notre région. Je déclare ouverte l'atelier régional visant à élaborer une feuille de route pour la sécurité nucléaire et une réponse collective aux matières nucléaires et radioactives échappant au contrôle réglementaire et vous souhaite un agréable séjour. Je vous remercie de votre attention. Défense à présent, où la 10e réunion du comité mixte de défense djibouto-éthiopienne s'est tenue du 19 au 20 novembre. Cet événement crucial a réuni des délégations de 2 pays voisins pour évaluer leur coopération en matière de défense et renforcer leurs liens stratégiques. Pour clore cet événement important, une cérémonie a été organisée au centre d'entraînement technique et tactique d'Ambouli. Avant le début de la réunion, le chef d'état-major général des armées a passé en revue le dispositif de prise d'armes, marquant ainsi le début officiel des discussions. La délégation éthiopienne dirigée par le général de brigade Tsehumi Anagawe Ayana faisant également partie du dispositif lors de cette revue.
Eh bien, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, forces armées djiboutiennes, a prononcé un discours précis mettant en lumière l'importance de la coopération en matière de défense entre Djibouti et l'Éthiopie. Son discours a mis en lumière l'importance de la coopération transfrontalière pour contrer les menaces terroristes, la traite des êtres humains et la contrebande d'armes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu wa salam ala Rasulillah. Salawatullah wa salamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Monsieur le général Téchom, du département d'opération des forces éthiopiennes, messieurs les généraux, mesdames et messieurs les officiers, chers camarades, c'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir. Monsieur le général Téchom, je vous souhaite, à vous et à votre délégation, le bienvenue à Djibouti, terre d'échange et de rencontres. Au nom des forces de défense et de sécurité djiboutiennes, je vous exprime mes meilleurs vœux à l'occasion du 106e anniversaire des forces armées éthiopiennes. Je tiens à vous féliciter chaleureusement pour la cérémonie d'envergure et la parade militaire exceptionnelle organisée le 26 octobre 2023 à Addis Ababa, à laquelle il n'y a pu participer en raison de mon agenda. Nos deux pays entretiennent une amitié, des liens plus forts que les simples relations de coopération entre deux pays amis. Comme déjà mentionné, nous sommes des nations sœurs obligées à vivre ensemble dans les régions tourmentées. Face aux menaces sécuritaires auxquelles le monde entier est confronté aujourd'hui, il nous appartient de combattre dans un esprit de solidarité toutes les menaces vous font fragiliser la situation et le développement de nos deux pays amis. Nous devons coordonner nos actions et nos interventions pour réagir rapidement et efficacement en tant que des situations critiques ou urgences. Nous devons avoir dans le respect des droits internationaux et des accords bilatéraux qui régissent nos relations frontalières. À ce titre, notre comité technique mixte de défense est un cadre essentiel pour discuter et définir les modalités de notre coopération. Il nous permet de fixer des objectifs communs, de définir des plans d'action conjoints et de pallier les résultats et les progrès réalisés. Je tiens à féliciter le groupe des experts pour le travail accompli afin de contribuer au renforcement de nos relations de coopération. Toutefois, il reste beaucoup à faire, surtout dans le domaine de la sécurité frontalière. Je profite de cette occasion pour souligner une fois de plus les phénomènes qui nous tient à cœur concernant les éléments terroristes qui continuent à opérer à nos frontières et même dans notre territoire. C'est 10 000 ans avec des populations qui trouvent malheureusement refuge en Éthiopie. Elle n'est pas normale qu'à ces jours, malgré plusieurs rappels, que ces groupes de terroristes
vivre librement au puits et aussi de tous, en particulier des autorités éthiopiennes, considérant les excellentes relations que nous partageons. Il est temps de prendre des mesures sérieuses pour nous aider et éradiquer définitivement ce phénomène qui constitue une menace non seulement pour la République de Djibouti, mais aussi pour l'Éthiopie. Je reste toutefois confiant que notre collaboration aboutira à des résultats positifs. Avant, je tiens à féliciter le peuple frère et le gouvernement éthiopien pour le progrès réalisé dans la consolidation de la paix en Éthiopie. Général Keshom, chers collègues, soyez assurés de mon engagement et celui de mon état-major pour élever davantage les excellentes relations de coopération entre nos deux forces armées et de sécurité dans l'intérêt de nos deux nations. General Teshom, dear colleagues, rest assured of my commitment and that of my general staff to further enhance the excellent cooperative relations between our two armed forces in the interest of both our nations. Je suis honoré de votre visite et vous souhaite beaucoup de succès dans toutes vos missions. Enfin, je vous demande de bien vouloir transmettre mes chaleureuses félicitations au général Birhanu Jula, chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes. Je vous remercie. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi la tour internationale de Djibouti du PK23 abritait aujourd'hui la cérémonie de remise des engins composés d'une grue de pointe, 2 remorqueurs et un chargeur à parc logistique de l'ECR. Cette importante logistique a été remise par le DPCR, l'institution en charge du corridor, à l'escadron de la sécurité routière de la gendarmerie nationale en présence du directeur général du DPCR, M. Abdi Ibrahim Farah, et du chef d'état-major de la gendarmerie, le colonel Zakaria Hassan Aden, ainsi que ses proches collaborateurs. Ces équipements accompagnent des pièces détachées, sélectionnées pour leur performance et fiabilité, sont désormais opérationnelles et mises à la disposition exclusive. La grue d'une capacité maximale de 40 tonnes métriques est spécialement adaptée aux exigences des opérations dans les zones portuaires et des corridors routiers. Cette acquisition stratégique, au-delà de renforcer la sécurité des corridors routiers, souligne l'engagement indéfectible pour l'amélioration continue de la sécurité routière et logistique. Le personnel de l'escadron routière de la gendarmerie ayant bénéficié d'une formation spécialisée, exhaustive, possède une maîtrise complète de ces engins. La collaboration étroite entre la DPCR et la gendarmerie, conformément au décret numéro 2018-319, illustre parfaitement une vision commune établie, un réseau de corridors routiers non seulement fiable, efficace pour le commerce et le développement économique, mais aussi sûr pour les utilisateurs et les biens transitant par ces axes essentiels. Le directeur général du DPCR, M. Abdi Ibrahim Farah, a remercié la gendarmerie nationale pour l'excellente collaboration existante entre les deux institutions. Nous avons remis aujourd'hui les clés de 2 remorqueuses, une grue et un chargeur à la gendarmerie qui est en charge de la sécurisation des routes corridors que nous gérons. Ces 4 engins vont venir renforcer, augmenter les capacités opérationnelles de l'escadron de la sécurité routière de la gendarmerie nationale. Il est à préciser que déjà la gendarmerie dispose de 2 grues, d'une capacité de 50 tonnes et d'une autre d'une capacité de 70 tonnes. Compte tenu du trafic important sur le corridor routier,
il a été nécessaire de renforcer leurs capacités. Et je pense que ces engins vont contribuer énormément à la sécurisation de nos corridors, c'est-à-dire à ouvrir les voies de circulation rapidement en cas d'accident et de débarrasser tout obstacle qui perturberait la continuité du trafic. Donc, je profite de cette occasion pour remercier la Gendarmerie nationale pour leur collaboration. La Gendarmerie contribue énormément à rendre nos corridors routiers sûrs et fluides. Et dans l'actualité internationale, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a affirmé hier être opposée au déplacement forcé des Palestiniens après avoir rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi au Caire. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré lors d'une conférence de presse: en plus de notre soutien humanitaire, nous tendons la main à nos partenaires dans la région pour mettre un terme à ceci. J'ai une excellente réunion à ce sujet avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ce matin, et nous avons notamment discuté de la nécessité de travailler ensemble pour éviter une escalade régionale, a-t-elle rappelé. L'Égypte est un partenaire clé dans ce domaine. Sa voix est étendue dans toute la région et par tous les secteurs. Nous sommes d'accord sur le principe de non-déplacement forcé des Palestiniens, a-t-elle ajouté. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.